dans le blog de la transmission d'entreprise. Combien vaut votre entreprise? Dans cette série, 3e article, c'est la valorisation par un expert comptable spécialisé en cession de PME. Et tout d'abord, donc, les retraitements des comptes sociaux pour obtenir des résultats normés. Premier point, la rémunération normative d'un dirigeant de PME. L'usage veut que la rémunération normée d'un dirigeant de PME se situe à environ 100 000 euros chargés, c'est-à-dire dirigeant en TNS, ou bien 120 000 euros en dirigeant salarié. C'est une moyenne, car dans le monde des PME, on observe des situations très contrastées. Certains ne se paient que 40 000 euros, plus des dividendes parfois, quand d'autres s'allouent 350 000 euros. Le repreneur, lui, sera d'autant plus crédible vis-à-vis du cédant, comme du banquier, qu'il prévoira une rémunération de l'ordre de 100 000 euros. Deuxième point, les frais généraux. Il s'agit de modérer les dépenses qui tiennent parfois plus du train de vie du propriétaire que des besoins d'exploitation de la société. Donc, attention à des frais de voyage importants du type voyage d'études lointains ou réception de clients dans des lieux haut de gamme. Ce sont des dépenses plutôt discrétionnaires et non strictement indispensables, donc à corriger. Troisième point, le montant du loyer payé à l'ASCI, celle du propriétaire. Certains patrons de PME surévaluent le montant du loyer pour se procurer un revenu complémentaire significatif et qu'ils garderont à la retraite. Donc, il faut raison garder et rester conforme aux valeurs du marché, celles des locations de bureaux et de locaux industriels sur le marché local. Et c'est facile à observer auprès d'une agence immobilière locale. Attention également à la durée du bail restant à courir et surtout à l'application ou non des clauses d'indexation. Si cela n'a pas été fait, le bailleur, après cession, peut réclamer l'arriéré. Donc, approvisionner dans la garantie d'actifs et de passifs. Autre point, l'examen des charges et des produits d'exploitation non récurrents. Point plus délicat, car nécessitant de rentrer dans le détail des écritures comptables, et pour peu qu'elles aient été bien traitées par le comptable de la société. Il est arrivé, j'ai vu dans des dossiers, que des charges ou des produits exceptionnels, de nature financière, aient été passés par erreur en charge aux produits d'exploitation. Conséquence, cela fausse le REX. Autre point, le niveau d'investissement. Avant cession, certains cédants ont tendance à ralentir le niveau d'investissement pour deux raisons. Ils n'en voient pas la nécessité à court terme, compte tenu de leur prochain départ, et cela permet de faire monter artificiellement le REX. Donc, en fonction de l'âge des machines et des besoins d'exploitation, il vaut mieux connaître le métier pour le repreneur afin d'estimer le juste niveau d'investissement cohérent avec le positionnement de l'entreprise. Pas forcément toujours un investissement à neuf. Enfin, dernier point, les engagements de haut bilan. Souvent un point négligé, les prochains départs en retraite des cadres. Ont-ils été provisionnés ou non? Sinon, il faut estimer le montant des départs dans les 3 à 5 ans à venir, les différences entre la valorisation et le prix de marché. Quel est le problème des valorisations patrimoniales? La valorisation patrimoniale consiste à faire la somme de l'actif net et d'une survaleur appelée le goodwill. Cette survaleur doit reposer sur un avantage concurrentiel notoire lié à un actif incorporel. Exemple, une marque ayant une forte notoriété, ou bien un brevet garantissant des revenus de licence sur plusieurs années, voire un savoir-faire spécifique. Tout le problème est l'évaluation de cette survaleur, valeur parfois très subjective de la part du cédant. Il est donc préférable de partir d'un point de vue de marché et faire apprécier cette survaleur par un acteur neutre, crédible, exemple, un concurrent. Au total, la méthode patrimoniale a du sens pour les grosses industries, les grandes marques, plutôt que pour les PME. Et la méthode la plus généralement utilisée pour une PME, c'est bien le multiple du REX retraité. Elle consiste, comme nous l'avons déjà vu dans les articles précédents, à prendre le REX retraité, des différents points qu'on vient de rappeler, et appliquer un multiple. En général, c'est 5. Pour l'industrie, ça peut être plutôt 4,5. Et pour du second œuvre de bâtiment, environ 3,5 à 4. Et après, il faut faire le test de faisabilité de quelle est la dette d'acquisition que peut supporter la société. Reprenons notre exemple. REX retraité 250 000, résultat net 150 000 et trésor excédentaire 700 000. Appliquons un multiple de 5,
Donc la valorisation donne 5 fois 250, plus 700, égale 1 950 000. C'est effectivement le prix du repreneur industriel que nous avons vu. Quant au cash flow, résultat net plus amortissement moins investissement, dans le cas présent, l'investissement est égal à l'amortissement. Donc, la capacité d'endettement est de 70% du cash flow, ce qui donne 105 000 par an sur 7 ans, égale 735 000 d'emprunt. C'est bien le montant qu'avait prévu le repreneur physique dans son dossier de financement. Conclusion. Le problème de la valorisation d'une PME ne tient pas tant à la méthode qu'au travail d'analyse des comptes pour calculer un REX représentatif de la réalité de l'exploitation normale de l'entreprise à céder. Et la preuve par 9 est apportée par la capacité d'endettement que peut supporter l'entreprise après son rachat. La valeur finale que pourra proposer un acquéreur dépendra donc en dernier lieu de son apport personnel et du prix d'acquisition stratégique qu'il est prêt à payer éventuellement. À la semaine prochaine pour parler d'un tout autre sujet d'actualité, les SCOP, sujet en pleine discussion aux assemblées et parmi les patrons de PME. Merci pour votre attention. Jacques Jourdi.